quelques mots de présentation sur Cyril Dion. Merci d'être avec nous. Sans doute vous réagirez aussi à ce qu'a dit Arthur Keller. Voyons si vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes réalisateur, hein, écrivain, poète, militant. Vous partagez haut et fort vos convictions et vos valeurs. Et finalement, j'ai cité toutes vos fonctions. Peu importe les canaux, pourvu que les valeurs soient transmises, vous voulez montrer justement qu'il existe des solutions à la crise climatique et des actions à mettre en œuvre. Vous avez cofondé le magazine Kaizen et vous êtes lancé en 2015 dans la réalisation de documentaires. D'abord, c'était Demain avec Mélanie Laurent, avec le succès qu'on connaît, qui a beaucoup marqué les esprits et sans doute qui a imprimé cette idée aussi de récit et aussi d'exemplarité. Vous avez montré justement qu'il existait partout dans le monde des initiatives constructives et positives. Ensuite, vous avez réalisé Après-demain, puis Animal. Et puis, entre-temps, vous avez été aussi la figure de proue de l'activisme climatique avec les marches pour le climat et puis aussi avec l'affaire du siècle, et enfin avec la Convention citoyenne pour le climat dont vous étiez garant. Et puis après, vous avez écrit un livre, ou après, pendant, qui s'appelle Petit manuel de résistance contemporaine, et donc dans lequel vous justement vous évoquez aussi cette question de la nécessité de se projeter dans un autre imaginaire, dans un nouveau récit. Arthur Keller a fini sur un peu sur ce point, avec la nécessité de voir les choses autrement, en disant justement quand on agit, on agit. Et vous venez là en ce moment de boucler un documentaire qui va être diffusé sur Arte. On en verra quelques images, la bande-annonce tout à l'heure. Mais je voudrais savoir, vous avez sillonné une quinzaine de pays du monde, vous êtes allé à nouveau, après-demain, à la rencontre de ceux et celles qui agissent et qui pensent, les faiseurs, les penseurs, les organisateurs. Et est-ce que vous avez vu des changements? Comment va le monde aujourd'hui? Quelle est la perception? Oh, la question, elle est trop large. Il vous embrasse. Ouais. Super, il nous embrasse. Non, mais comment va le monde? Arthur en a parlé. Après, il y a de plus en plus de gens qui prennent la mesure de ce qui est en train de se produire. Ce qui est assez troublant, d'ailleurs, c'est que l'été qu'on vient de passer a été une sorte de détonateur pour des gens dans plein de pays. Et j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte dernièrement. Sans doute à cause de la répétition. Parce qu'en 2018, quand on a commencé à avoir des incendies, des sécheresses, des inondations, les gens se sont dit, bon, bah, c'est des phénomènes naturels qui arrivent de temps en temps. Et puis, en fait, ça s'est reproduit en 2019, en 2020, en 2021, en 2022. Donc là, ça commence à imprimer. Et on est reparti aussi pour faire ce que disait Arthur, c'est-à-dire essayer de construire des récits mimétiques. Essayer de mettre en scène des héros et des héroïnes des temps modernes qui donnent d'autres trajectoires de sens à leurs existences. Et qui se disent... moi, continuer à participer au récit consumériste, extractiviste, c'est-à-dire être un producteur-consommateur, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Dans la petite étoile là, que tu montrais avant, comment est-ce que je peux faire coïncider à la fois mon besoin d'être utile, de participer à résoudre des problèmes, avec la capacité d'exprimer mes talents, d'être heureux, de trouver un moteur qui me donne envie de me lever le matin? Et c'est ça qui avait été assez puissant avec Demain, en fait, c'est que c'était un récit assez territorial, on va dire. On mettait en scène des gens qui, à l'échelle de leur communauté, que ce soit des villes comme Bristol ou San Francisco, que ce soit des réseaux de villes ou de territoires comme tu parlais de Rob Hopkins et du mouvement de la transition, s'organisaient pour élaborer d'autres propositions de l'avenir et de se dire... oui, on peut être plus heureux. Je me souviens encore d'un type qu'on avait rencontré à Détroit qui nous racontait qu'il bossait dans une banque et qu'il avait décidé d'arrêter ça pour travailler dans une ferme urbaine de la ville et qu'il gagnait beaucoup moins d'argent, mais que quand il rentrait chez lui le soir, il avait beaucoup plus de trucs à raconter à sa fille et puis surtout qu'il arrivait à la regarder dans les yeux. Et ça avait été puissant parce qu'un certain nombre de gens s'étaient dit bah ouais, moi aussi je veux vivre comme eux, moi aussi je veux trouver le même éclat dans le regard,
moi aussi j'ai envie d'être utile et d'arrêter simplement d'être le rouage d'une mécanique qui nous entraîne vers une catastrophe dans laquelle je ne me reconnais pas. Alors ce documentaire qui s'appelle Un monde nouveau, il va être diffusé en trois épisodes. Résister, régénérer, le troisième. Résister, s'adapter et régénérer, oui. C'est ça. Si vous voulez, on regarde la bande-annonce de ce documentaire. Il dure quelque chose comme 3 minutes. Je vais me pousser parce que sinon vous ne verrez pas les sous-titres. Je ne sais pas si on voit. Ah oui, c'est vrai. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la trajectoire du réchauffement climatique? Heavenly Father, please help us. Is it really too late? It's a little bit like having a balloon that you're continuing to blow up. That's a huge shame that politicians and leaders haven't reacted. Disaster happens in these regions constantly. And either we do something about it or we're going to be in real danger. Why do you think it didn't work? The purpose of their activities is to make money. We've been far too weak to overcome this enemy, to use that term. Kapitalismus, die Klimakrise, ein unlösbares Problem ist. Lorsque cette confiance se casse, on peut parler d'un effondrement. Denn das bisherige System, das funktioniert einfach nicht mehr. We had the hottest day on record here. As the planet heats up, les populations vont devoir migrer. Les tensions géopolitiques vont émerger. the food systems will collapse. Water shortages. You can imagine if we had a city of 4.5 million queuing up for water, it would have been absolute chaos. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de tout. On peut déjà agir. Ça veut dire de réparation, de régénération des écosystèmes. Big part of what we want to do here is restore forests. On est à un tournant dans l'histoire de l'homme. It's about investing in green stuff into soils that sequester carbon. Regenerating the planet and reversing global warming. It's about reconnecting what has been broken. C'est une âme de construction massive capable d'attaquer des défis du monde aujourd'hui. Pour moi, la clé, elle se situe dans l'entraide, la solidarité. C'est la synergie. We are also trying to create an alternate economy. And that will build a strong future to be far more resilient. On a cadavré la pauvreté. Irony of that is that climate solutions create a much better life for everybody. So schooling is one of the most important fights. Il faut former les gens qui sont des militants du monde de demain. This is home, we're being homeschooled by the planet. It's teaching us every day. Quand on danse avec la nature sourit à nous. We're not doing anything else with it. It's nature that is doing this job. La vie est là. La diffusion est prévue pour quelle date, Cyril Dion? Bon, c'était la version anglaise, donc j'espère que vous parlez anglais, sinon... On peut le voir quand sur Arte? C'est diffusé le 15 novembre et dans une soirée spéciale où il y aura les 3 à la suite. Et sinon, à partir du 8, vous pouvez le regarder sur la plateforme d'Arte, qui est gratuite. Ok, merci pour cet extrait. Finalement, puisqu'on a déjà évoqué un certain nombre de points au fil de la matinée, qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans notre système économique, dans notre système de décision politique et publique, nous empêche de passer le cap, nous empêche de changer le système?
En fait, il y a deux choses qui... Enfin, il y a deux choses. En tout cas, il y a plusieurs éléments qui nous empêchent de basculer. Il y a d'abord ce dont parlait Arthur, qui est que nous vivons dans un récit, et c'est pour ça que je suis assez attaché à cette grille de lecture du monde. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à élaborer des récits. C'est l'écrivain, la romancière Nancy Houston qui dit « Raconter des histoires, pour les êtres humains, c'est notre façon d'être au monde. » On passe notre temps à raconter des histoires. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire? C'est un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'observations, qui peuvent même être des faits, que vous allez organiser d'une certaine façon, avec un début, un milieu, une fin, une sorte d'arc narratif, et un point de vue. Et ça, d'une certaine manière, là, vous m'avez présenté tout à l'heure, c'est une histoire. C'est-à-dire que vous prenez un certain nombre d'éléments de mon parcours, vous les mettez dans un certain ordre, vous leur proposez un certain point de vue, ça raconte une histoire de qui je suis. Si vous posez la question à mes enfants, ils vont peut-être vous raconter d'autres choses sur moi, vont peut-être apporter un autre point de vue, peut-être un peu moins élogieux, et ça racontera une autre personne. C'est pour ça que, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont pu, pendant la Convention citoyenne, me traiter de Khmer vert, un certain nombre d'éditorialistes de chaînes d'infos, et en même temps, des écologistes radicaux qui ont pu me traiter de traître, de mou, social-démocrate, complice du pouvoir. Je faisais la même chose. Pour autant, c'était deux récits, deux narratifs à mon endroit. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ces narratifs organisent notre trajectoire individuelle, mais organise aussi notre vie collective. Ça, c'est Harari, l'auteur de Sapiens, qui dit beaucoup ça, qui dit « Plus on est nombreux à adhérer au même récit, plus on est nombreux à obéir aux mêmes règles, aux mêmes lois, aux mêmes normes. » Vous vous rendez bien compte que ça soit pour jouer à un jeu de société ou faire un sport, admettons jouer au foot, vous avez besoin d'une convention. Vous avez besoin de règles du jeu auxquelles tout le monde décide d'adhérer. Si vous n'adhérez pas au fait que pour jouer au foot, il faut pousser un ballon dans des cages et que ça dépasse la ligne et que c'est ça qui fait qu'on marque un but et que ça existe le hors-jeu et que ça existe les coups francs, etc., vous ne pouvez pas jouer au foot. De la même façon, sur des systèmes plus vastes, par exemple des systèmes macroéconomiques, si vous n'adhérez pas au fait que un bout de papier avec marqué 20 € dessus est l'équivalent d'une richesse, en gros, que vous allez pouvoir échanger contre de la nourriture, contre des vêtements, et que vous avez un tiers de confiance qui, ici, s'appelle la Banque Centrale Européenne, qui garantit que cette valeur continue à exister, vous ne pouvez pas fonctionner avec le système monétaire. C'est-à-dire que si vous allez avec ce billet de 20 € au fin fond de l'Amazonie, rencontrer, je ne sais pas, des Indiens hachoirs qui n'utilisent pas la monnaie, et que vous essayez d'échanger ce billet de 20 € contre de la nourriture, ce que vous êtes en train de faire pour la personne que vous rencontrez, c'est juste de lui donner un bout de papier qui n'a pas d'autre valeur puisqu'il ou elle n'adhère pas à cette convention, qui est un récit élaboré de toutes pièces. Et les histoires qu'on se raconte aujourd'hui, c'est quoi alors? La société de consommation, le capitalisme? Ce qui est intéressant, c'est que si on élargit encore le spectre sur des systèmes d'organisation collective, on voit bien, par exemple, qu'au XXe siècle, le capitalisme, le nazisme, le fascisme et le communisme se sont affrontés militairement et idéologiquement pour gagner une forme de bataille des récits et de bataille des imaginaires. Et c'est clairement le capitalisme qui a gagné la bataille et qui, après l'avoir remporté militairement au moment de la Seconde Guerre mondiale, l'a remporté vraiment idéologiquement. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote que je raconte souvent, mais quand les Américains ont négocié les éléments du plan Marshall avec les Européens à la fin, donc aux alentours de 45, entre 45 et 47, en échange des milliards qu'ils ont investis pour reconstruire l'Europe, ils ont exigé d'avoir 60% des droits de diffusion sur les écrans de cinéma européens. Et ils justifiaient cette négociation, c'est un garçon qui s'appelle Eric Johnson qui l'a justifié devant le Congrès américain en disant « le cinéma est et doit être une arme contre le communisme ». Et effectivement, énormément de films ont mis en scène
la lutte contre les méchants communistes, tout comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, même si je ne mets pas tout le monde au même niveau, hein, mais en tout cas, l'utilisation du cinéma a été relativement équivalente. Les nazis, et sous l'impulsion de Goebbels, ont produit énormément de films pour justifier un certain nombre de leurs agissements. Par exemple, des films qui mettaient en scène des Allemands qui étaient maltraités par des Polonais, qui étaient emprisonnés dans ce qui ressemblait à des camps de concentration, pour pouvoir faire une sorte d'inversion qui permettait de justifier auprès de la population allemande ce qu'on faisait subir aux Polonais. Bon. Ces récits sont tellement présents dans nos vies qu'on finit par ne plus les discerner. C'est un peu comme si on était des poissons dans l'eau et qu'on ne voyait plus l'eau dans laquelle on nageait. Et on finit par confondre ce qui est une convention élaborée par des êtres humains qui régit l'organisation collective avec la réalité. Il y a un certain nombre de gens qui appuient sur le système pour le renforcer. Hein. Je pense à Margaret Thatcher, par exemple, quand elle disait « There is no alternative » dans les années 80. C'était vraiment une façon de dire ce récit est le seul récit possible. C'est une sorte d'horizon indépassable. Et ce qui est passionnant dans l'époque que nous vivons, c'est de percevoir que nous vivons dans ce récit matérialiste, consumériste, croissanciste, extractiviste, comme tu l'as très bien décrit, et que ce n'est pas une fatalité. Et c'est tout l'intérêt, justement, de prendre conscience que nous vivons dans un récit, c'est de pouvoir s'en extraire, de pouvoir prendre conscience que c'est une convention et de pouvoir délibérément élaborer des récits nouveaux. C'est ce dont tu parlais à la fin de ton intervention, en inventant d'autres façons de faire de l'agriculture, en inventant d'autres façons de produire de l'énergie, en inventant d'autres façons de créer de la monnaie, en inventant d'autres façons d'interagir les uns avec les autres sur des territoires, et en inventant d'autres finalités à nos sociétés. C'est ce que disait, par exemple, un économiste qui s'appelle Éloi Laurent dans Animal, le dernier film que j'ai fait avant ces trois-là avec Thierry Robert. Ce sont d'une certaine manière, la traduction d'un récit dans un système économique, c'est aussi une des traductions, ce sont les indicateurs. Qu'est-ce qui nous dit, en fait, que nous sommes en train d'aller dans la bonne direction. Notre tableau de bord. Et donc aujourd'hui, effectivement, nos indicateurs, c'est majoritairement la croissance du PIB. Éloi Laurent disait, peut-être que le bon indicateur pour le 21e siècle, c'est la santé. C'est-à-dire nous demander pas, en disant quelque chose qui est passionnant, qui est la croissance, d'une certaine manière, c'est pas une finalité en soi, c'est un objectif intermédiaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on a besoin d'avoir de la croissance pour avoir autre chose. On a vu à l'instant que cette corrélation n'est pas évidente. Ce n'est pas parce qu'on a de la croissance qu'on a forcément de la richesse, de l'emploi, qu'on a des écosystèmes en bonne santé, qu'on a des systèmes de santé qui fonctionnent bien, qu'on a des systèmes éducatifs performants. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous a raconté. C'est ce que le récit dominant continue à promouvoir en permanence, à la radio, à la télévision, dans les journaux. Éloi Laurent disait... Si cette corrélation n'est plus si évidente, et il semble qu'elle ne soit plus si évidente, peut-être qu'on a besoin de se demander à quoi on veut parvenir vraiment, pas d'avoir un objectif intermédiaire. Et quand on pose la question dans les études sociologiques à des gens dans le monde entier, quand on leur dit qu'est-ce qui est le plus important pour vous, la plupart du temps, ils disent la santé. Ce qu'on dit déjà dans la culture populaire, tant qu'on a la santé, le reste peut bien aller. Et quand on demande aux gens ce qui les rend heureux, et ce qui rejoint un certain nombre d'études sociologiques qui ont été faites sur le bonheur, ils disent les autres humains, le lien social. Et c'est deux choses qu'on a vécues de plein fouet pendant qu'on était en plein cœur de la pandémie. Ce qui nous manquait le plus, c'était les autres. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, ce qui me manquait le plus, c'était les autres. D'aller sur les terrasses des cafés, d'aller chez nos amis, de pouvoir interagir, se regarder, se toucher, marcher les uns à côté des autres. Et ce qui nous inquiétait le plus et ce qui nous a conduit en tant que société à faire des arbitrages qui n'avaient pas beaucoup été faits jusqu'à maintenant, comme fermer des usines, arrêter des activités économiques alors qu'on nous disait que c'était impossible, créer de l'argent magique alors qu'on nous disait que c'était impossible, c'est la perspective de la mort, donc que d'une certaine manière la santé, la vie était plus importante que la poursuite effrénée d'une activité économique. Ça, c'est, d'une certaine manière, l'amorce, pour moi, d'un autre récit.
que nos civilisations humaines pourraient se donner, se dire que perpétuer ou défendre la vie, c'est une finalité qui est plus importante que la croissance économique, le profit matériel et une forme de frénésie de production et de consommation qui n'a pas de fin. On ne trouvera sans doute pas grand monde pour publiquement dire que la santé n'est pas une priorité. En revanche, très rapidement, quand bien même il y aurait une prise de conscience individuelle, collective, des expérimentations, il y a le poids des lobbies. Vous en parlez dans le petit manuel de résistance contemporaine, et vous citez les chiffres d'une ONG britannique, je les ai plus en tête, les chiffres déployés en la faveur de l'industrie fossile, enfin de l'extraction fossile. Bah, oui, en fait, effectivement, je me suis un peu perdu dans une digression, mais ce qui nous bloque, c'est effectivement d'être coincé dans une forme de récit, mais qui ne sort pas de nulle part. Ce que j'essayais de vous dire aussi, c'est que les récits, en règle générale, s'imposent. Enfin, c'est pas magique. C'est-à-dire que si on est tous baignés par ce récit, c'est parce qu'il y a des gens qui ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de puissance matérielle, parfois même militaire, pour l'imposer. Tout comme d'autres récits, je pense au christianisme par exemple, se sont largement répandus parce que l'Empire romain, à un moment, a épousé cette religion et on a fait la religion officielle. Sinon, ça serait resté peut-être confiné au Moyen-Orient, dans une population beaucoup plus restreinte. Donc, on est coincé dans un récit. Et deuxièmement, ce récit est maintenu par des intérêts économiques puissants qui continuent à avoir un impact extraordinairement important sur les décisions publiques. Je cite le chiffre que vous citez dans le livre. Donc, selon le rapport de l'ONG britannique Influence Map, les 5 principaux groupes pétroliers gazés cotés en bourse ont, depuis la COP21 fin 2015, dépensé $1 milliard en lobbying et relations publiques, contraires aux conclusions de l'accord de Paris. En fait, ce qu'on a coutume de dire en regardant les études qui ont été faites justement sur les modalités démocratiques, c'est que les 3/4, disons 80% des décisions publiques sont orientées, je parle à l'échelle nationale ou supranationale, sont orientées par des intérêts privés. Au Parlement européen, par exemple, ce que nous racontait Claire Nouvian, donc, qui est cette militante qui a eu le prix Goldman, donc une sorte c'est comme, il n'y a pas de prix Nobel de l'écologie non plus, mais une sorte d'équivalent du prix Nobel de l'écologie qui est décerné chaque année pour chaque continent. Donc elle l'a gagné pour l'Europe en 2018 pour avoir réussi à faire interdire la pêche en eau profonde avec l'ONG Bloom. Elle nous disait, nous, on est des lobbyistes d'intérêt général d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va voir les députés européens pour leur soumettre des rapports en leur disant, voilà, si vous prenez telle décision, voilà ce que ça peut avoir comme impact sur les écosystèmes, notamment marins, enfin principalement marins pour Bloom. Si vous prenez telle décision, ça va avoir tel autre impact. Et nous disait, le rapport de force, c'est qu'un député européen, il voit en moyenne 9 lobbyistes qui défendent des intérêts privés pour un lobbyiste qui défend des intérêts, l'intérêt général. Donc le combat est extraordinairement déséquilibré. C'est relativement similaire au Congrès américain, c'est à peu près pareil au Parlement français. Et c'est très bien huilé. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez, là aussi je raconte ça un peu par le menu dans le livre, mais ce sont des cabinets d'influence qui sont payés très cher par des entreprises, que ce soit des industries fossiles, l'industrie du tabac pendant longtemps, les produits phytosanitaires, les industries chimiques. Vous avez peut-être vu un film, par exemple, qui s'appelle Dark Waters, sur le téflon. Vous avez peut-être vu Goliath avec Gilles Lelouch et Pierre Ninet sur le... Là, c'est des lobbyistes qui défendent un pesticide et qui sont payés pour faire travailler des scientifiques à produire des rapports qui viennent semer le doute, au minimum, sur un certain nombre de réalités. On a aujourd'hui bien documenté, par exemple, que BP, Exxon, Total... pendant des années, on fait ce type d'investissement pour dire on n'est pas certain que le réchauffement climatique, que le dérèglement climatique soit d'origine anthropique, que ce soit vraiment la faute des humains. Il y a des cycles, donc il y a l'influence du soleil.
Et ces rapports ont participé à retarder l'action publique. Tout comme l'industrie du tabac, pendant des années, a aussi fait produire des rapports pour dire que non, la nicotine, ça ne rendait pas dépendant, que la corrélation entre le fait de fumer et d'avoir un cancer n'était pas certaine. Ça a toujours cours avec les pesticides, et ces rapports sont en règle générale doublés de recommandations pour produire des lois, donc des recommandations qui peuvent être des textes généraux, mais qui peuvent être aussi des textes écrits à la virgule près, pour soumettre des projets de loi, pour soumettre des amendements qui ont été souvent décelés parce que des ONG se sont amusés à faire circuler des textes avec des fautes d'orthographe. Et quand on voit une trentaine de députés proposer le même amendement avec la même faute d'orthographe, on se dit tiens, c'est quand même bizarre. Et il se trouve que ces éléments de langage viennent de l'industrie et qu'on a tout à fait bien identifié la source. Bon, on est capable de voir comment ces mécaniques fonctionnent. Ça a été très bien analysé aussi par Stéphane Foucard et Stéphane Aurel dans un livre qui s'appelle Les Gardiens de la Raison, que vous pouvez lire. Et ça, c'est vraiment un des verrous essentiels qui fait que ça ne bouge pas. Est-ce que quelque chose a changé cette année avec la succession d'événements qu'on connaît, les prises de conscience? Est-ce que vous pensez que ces lobbies vont avoir moins d'influence parce que, précisément, comme le disait Arthur Keller, on va collectivement ou individuellement résister, insister pour faire avancer les choses? Est-ce que vous êtes... Mais je ne sais pas. Enfin, ça ne dépend pas de moi. Et moi non plus, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, ce que je pense, c'est que dans les décennies qui viennent, oui, le mouvement climat va devenir... Enfin, le mouvement écologiste va sans doute devenir le mouvement civique le plus important, parce que les conséquences de l'effondrement de la biodiversité, du dérèglement du climat vont se faire sentir de façon de plus en plus prégnante. Et on voit que ce qui a changé là, c'est qu'il y a une conscience encore relativement vague, mais de plus en plus importante, qu'il y a un problème, qu'il va falloir le résoudre. Parce qu'il y a une conjonction aussi d'événements, hein. C'est-à-dire que là, on voit l'été, la succession d'été qui met en lumière les problématiques climatiques, mais on a aussi vécu une pandémie qui est a priori liée à un certain nombre de facteurs, mais notamment une destruction accélérée des écosystèmes. Et c'est peut-être le premier événement qu'on a vécu au XXIe siècle qui nous montre que détruire les écosystèmes aussi vite, faire disparaître les espèces aussi vite, ça va dégrader nos conditions d'existence et donc les conditions d'habitabilité de cette planète, notamment pour cette raison-là. On est en train de vivre un conflit en Ukraine qui pose un certain nombre de problèmes sur l'approvisionnement en matières premières et donc qui a une incidence sur les prix dans tout un tas de secteurs de l'activité. On parle de l'énergie, mais moi qui écris des livres, je peux vous dire que les éditeurs en ce moment, ils passent un sale quart d'heure avec le prix de l'encre, avec le prix du papier, avec la possibilité d'acheminer. Tout coûte plus cher et ils se disent on ne peut pas répercuter ça sur les prix des livres, comment on fait? Et il y a énormément d'industries ou de secteurs de l'économie qui sont en train de se confronter à ça. Donc cette tension-là fait qu'aujourd'hui, par exemple, Emmanuel Macron parle de sobriété. Toujours pas de décroissance, c'est pas la décroissance. Il tient bien à le préciser régulièrement, et Elisabeth Borne aussi. Mais on est en train de parler de sobriété quand même, ce qui n'arrivait pas. Et quoi qu'il arrive, on va aller vers cette trajectoire-là, même si pendant longtemps ils vont s'en défendre, même si pendant longtemps des gouvernements et des entrepreneurs vont continuer à dire oui, il faut de la sobriété, mais c'est conjoncturel et on va revenir à la normale et il faut retrouver la croissance. Et ils vont continuer à se raconter à eux-mêmes et à essayer de faire croire à tout le monde que ces récits peuvent cohabiter, donc en utilisant des oxymores, comme l'expliquait Arthur, comme la croissance verte, comme le développement durable, en essayant de faire croire que tout est conciliable, ce qui n'est pas le cas, mais bon. La clé, c'est à partir de quel moment les médias, et donc l'opinion publique, et un certain nombre de décideurs politiques, y compris des élus locaux, et un certain nombre d'entrepreneurs, vont être capables d'avoir un discours de vérité et
d'arrêter de jouer à ce jeu de dupes et d'entreprendre des transformations réellement systémiques, avec des difficultés, puisque effectivement aujourd'hui on se heurte à des cadres. Je vous donne un exemple, par exemple, c'est bien. Je vous donne un exemple qui est celui de la Poste, qui est sans doute une des entreprises les plus grosses qui essayent d'aller vers une décarbonation la plus importante possible, de casser la courbe des émissions de gaz à effet de serre du groupe. Exemple passionnant. Donc ils sont vraiment très volontaires, ils veulent, ils font, et d'ailleurs, dans une certaine mesure, ça marche. Donc, ils ont trouvé des systèmes de rangement extraordinairement ingénieux, plus ils ont fait en sorte de travailler avec les personnes qui élaborent les colis pour qu'il y ait beaucoup moins de vide dans les colis, parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais parfois vous recevez des colis avec un tout petit truc dedans et le colis est énorme. Comment est-ce qu'on fait pour que le colis soit plus petit, qu'on en ait moins, qu'on puisse mieux les ranger dans les camions? Donc là où on faisait partir 10 camions, on n'en fait pas plus partir que 5. Et puis ces camions, on essaie de faire en sorte qu'ils deviennent électriques plutôt que des camions thermiques. Donc on réduit les émissions de gaz à effet de serre, que le dernier kilomètre se fasse en vélo, donc des vélos cargo, etc. Bon. Donc ils arrivent à réduire, donc ils sont que sur un champ, qui est réduire les émissions de gaz à effet de serre, pas sur les autres, mais en tout cas sur ce champ-là, ils arrivent à réduire l'intensité carbone de chaque colis. Donc ça émet de moins en moins de gaz à effet de serre d'envoyer un colis. Sauf que qu'est-ce qui se passe dans le même temps? Entre 2019 et 2020, il y a eu plus 40% de colis qui ont été envoyés pendant la pandémie. Entre maintenant et 2030, ils anticipent qu'il va y avoir plus 100% de colis. Ils sont soumis à un certain nombre d'éléments du marché, qui est que un de leurs concurrents, mais qui est aussi un de leurs clients, qui s'appelle Amazon, jusqu'à maintenant promettait du J+1, c'est-à-dire vous commandez sur le site, un jour plus tard, vous avez le colis qui arrive chez vous. Maintenant, ils promettent du H+2, c'est-à-dire dans 2 heures, vous allez avoir votre colis. Il y a déjà des endroits aux États-Unis où ce sont des drones qui viennent déposer le colis chez vous. Parce que vous vous rendez bien compte que cette paire de baskets, vous ne pouvez quand même pas attendre 3 jours pour la recevoir chez vous. Qu'est-ce que ça a comme impact, ça? Ça a comme impact que la Poste, elle ne peut pas s'aligner, qu'elle ne peut plus faire de fret. C'est-à-dire que transporter des colis en train, ça ne va pas assez vite. Il faut faire des camions. Pour faire du H+2, il faut que vous ayez des entrepôts qui sont partout sur le territoire et que vous ayez des véhicules qui soient prêts à partir le plus rapidement possible pour acheminer le truc depuis l'entrepôt jusqu'à chez vous. Il a fallu aussi que le truc arrive jusqu'à l'entrepôt. Donc tous les efforts que la Poste essaie de faire pour décarboner un peu chaque colis sont totalement annihilés, explosés par l'augmentation du volume. Et donc quand vous regardez les émissions de gaz à effet de serre du groupe La Poste, en fait les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter. Parce que ce qui n'est jamais remis en question, qui est l'essence même du récit et du modèle économique dans lequel nous vivons, c'est que c'est le volume, c'est la création de valeur par la quantité qui est l'indicateur premier. C'est ça que regarde une boîte pour dire, bon, bah, est-ce qu'on gagne suffisamment d'argent pour maintenir l'emploi, pour créer de la richesse? Et donc, on avait des conversations surréalistes où je leur disais, bah, c'est génial tout ce que vous faites, mais comment vous allez vous en sortir? Ils disent, bah, on ne sait pas trop, parce que le découplage total n'est pas possible, et puis parce qu'ils en ont besoin. C'est-à-dire qu'ils disent, bah, nous, en fait, on est content d'avoir plein de colis. Parce que c'est ça qui nous permet d'avoir de l'emploi, et c'est ça qu'on cherche, c'est d'avoir plein de colis. Je dis donc, pour préserver l'emploi, on va continuer à détruire les conditions d'habitabilité de la planète. C'est ça l'idée, quoi. Et on est pris dans cette espèce de dilemme cornélien qui est le lot d'énormément d'entreprises, qui est le lot même d'un certain nombre d'acteurs politiques qui sont, encore une fois, coincés dans un modèle où ils disent bah, oui, mais moi, il faut que j'ai de la croissance là, dans le modèle dans lequel je suis. Parce que c'est ça qui fait que j'ai de l'emploi, c'est ça qui fait que j'ai la possibilité de répartir ensuite de la richesse. Oui, mais en fait, c'est ça qui continue à dégrader, qui nous fait dépasser les limites planétaires. Donc, il y a une espèce de dissonance cognitive qui devient insupportable et qui a besoin d'être dépassée, notamment grâce à des personnes, comme tu le disais, qui proposent déjà des modèles alternatifs et qui proposent déjà une espèce c'était le truc de Bruno Latour, quand il disait « où atterrir ?» d'endroits où on peut atterrir. Et se dire « ok, on se resitue dans un endroit, on retrouve les ressorts ». Donc c'est
l'économie des communs, effectivement, de Elinor Ostrom, c'est je sais pas, la théorie du donut, c'est en tout cas des gens qui, c'est l'économie symbiotique, c'est des gens qui commencent à réfléchir à une organisation du territoire et une organisation des échanges qui, à la fois, ne dépassent pas les limites planétaires et peuvent même participer à une forme de régénération, et à la fois peuvent répondre aux besoins essentiels de l'humanité. Vous avez publié un recueil de poèmes qui s'appelle « À l'orée du danger », Actes Sud. Est-ce que pour finir cette interview, vous êtes OK pour en lire un? Oui, bien sûr. J'ai gardé une page. Je ne sais pas si le choix va vous convenir. D'accord. Ça vous changera un peu. Nous ne sommes pas nés pour recouvrir cette terre de mélasse grise. Pas nés pour les allées des hypermarchés. Pas nés pour cracher le gaz gras, l'échappement puant, la brume noire des hauts fourneaux. Pas nés pour réduire en cendres. Pas nés pour saigner à blanc. Pas nés pour pisser dans l'eau claire, dressée sur les cuvettes immaculées. Pas nés pour nous entasser dans les couloirs, les fumoirs, les tunnels. Pas nés pour les photocopies et la machine à café. Pas nés pour les chips barbecue et les sandwichs triangulés. Pas nés pour le carnage, le ménage, la télé. Pas nés pour engraisser 10 types à bretelles, à lunettes. Pas nés pour Wall Street. Pas nés pour l'argent. Pas nés pour Kim Kardashian. Nous sommes nés pour la pluie et le vent, pour les yeux énamourés, pour le culot sauvage et les outres de vin, pour les tombereaux de lumière, pour l'élan droit et clair, pour ma peau sur ta peau, pour ma main dans ta main, pour hurler aux cieux, rampants et rompus, pour abîmer nos semelles. Nous sommes nés pour l'horizon et les couchers argentés, pour les draps frais et le bois lisse, pour les mots qu'on murmure et les cascades de notes, pour l'ardeur et la fébrilité. Nous sommes nés pour être enfin ici, les yeux grands ouverts et le monde sous nos pieds, debout. Merci Cyril Dion. Le poème n'a pas de titre, mais il est issu donc du recueil À l'orée du danger. Oui, il a un titre? chez Actes Sud. Ça s'appelle Debout. Oui. Debout. Merci à vous. Alors, madame, peut-être lever la main tout de suite que j'essaie de visualiser pour les prochaines questions. Bonjour, Marianne Ginesta, je travaille au syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne. Nous portons un projet de gestion locale de l'eau, le SAGE Vallée de la Garonne. Nous portons aussi, entre autres, un projet Life, eau et climat. Donc une question pour Arthur. Alors merci déjà pour la présentation. Je ne sais pas si vous arrivez à dormir la nuit. Voilà, ça marchera mieux. Oui, moi je dors, j'ai pas de problème. Non, alors, au niveau local, il y a toujours de très très bonnes volontés. Au niveau des gouvernements, j'ai eu pas trop ce sentiment. Alors ma question, vous avez parlé beaucoup d'énergie. On connaît
le lien étroit qu'il y a entre l'énergie et l'eau. Donc, je voulais savoir quelle est la place pour vous de l'eau dans ce grand chantier pour une durabilité forte. Voilà. Merci. Ok. Non, mais l'eau, évidemment, déjà à la base, juste après l'air, c'est ce dont on a le plus besoin pour vivre, nous, mais aussi n'importe quoi qui vit. Donc, l'eau, évidemment, c'est essentiel. Mais l'eau, pas n'importe quelle eau non plus. Une eau potable, pour nous, une eau pas complètement polluée, une eau, voilà, et une eau tout le temps. Pas avec des cycles de l'eau totalement déréglés qui font qu'on en a trop à un moment et pas assez quelques mois plus tard. Donc tout ça, effectivement, ce sont des enjeux absolument majeurs, que ce soit sur le plan écologique, le cycle de l'eau est évidemment très lié avec la question climatique, et on voit bien qu'en fait, on n'avait pas tout compris. Aujourd'hui, en ce moment même, il y a des problèmes de manque d'eau importants en Normandie. Ça ne vous surprend pas, vous ? En fait, ça n'a rien de surprenant. Il y a plus d'eau en Normandie que dans le sud, ce n'est pas la même végétation, ce n'est pas les mêmes systèmes. Ils se sont habitués, ils se sont développés pour avoir une certaine quantité d'eau. Et donc, quand il y en a moins, eux aussi, ils en manquent, tout simplement. Donc, le stress hydrique, il est à peu près partout. Donc, déjà pour les questions écologiques, et puis ensuite, nous, la question de l'eau, nous, et puis nous, quand je dis nous, c'est nous ici, à Toulouse peut-être, et dans notre société, mais d'autres personnes ailleurs, si vous voulez, dans des endroits où littéralement, déjà, le stress hydrique est quasiment invivable et où ça va encore s'aggraver et rendre des régions entières littéralement inhabitables pour des questions de chaleur, de temps en temps, pour des questions d'eau. Voilà, donc il y a ça. Et puis après, donc la question, effectivement, de la gestion de l'eau, à la fois sur ces aspects techniques et puis sur ces aspects politiques. Donc la gestion de l'eau est un véritable enjeu pour nous. Comment on le gère ? En France, on n'est pas les plus mauvais, bien que nous ayons un réseau d'eau qui fuit de toutes parts, avec une impossibilité de savoir vraiment d'où viennent les fuites. Il faut faire des recherches très poussées pour savoir d'où ça vient. Et ce n'est pas si évident. Donc voilà, dans certains coins, il y a 50% de l'eau qui est gaspillée en France. Avec un usage de l'eau, notamment pour l'agriculture, qui est totalement dispendieux, comme si c'était « on en a plein ». Ben non, on n'en a pas plein, non. Donc que ce soit des endroits où... Enfin, il y a 70% de l'eau, en général, on dit, en utilisant en agriculture, qui est perdue, quoi. Et encore, des fois, c'est bien pire. Bon, bref. Et puis donc, après, la question politique, c'est-à-dire qui gère l'eau ? Est-ce que c'est une régie municipale ? Est-ce que c'est une multinationale ? Est-ce que c'est... Qui gère l'eau ? Chaque option ayant ses avantages et ses inconvénients à l'heure actuelle. D'ailleurs, des fois, il y a des multinationales qui gèrent, et une fois que la régie récupère, ils savent pas bien faire, ils n'ont pas toutes les compétences et ça crée des problèmes. Donc, je ne dis pas vive les multinationales, je dis simplement, moi je suis plutôt pour un mode régie, mais pas dans n'importe quelle condition. Donc, ce sont des véritables enjeux, et voilà, je ne vais pas répondre plus que ça, je dis simplement qu'à tous les niveaux, l'eau est un enjeu crucial, à la fois de sécurité, d'environnement, et sans doute aussi peut-être même de résilience, voilà, de sécurité pour nous, et peut-être de démocratie même. Juste un mot là-dessus. Là, on a été filmer la ville du Cap, qui est passée à quelques jours du Day Zero, c'est-à-dire le moment où il n'y a plus d'eau au robinet. On a vécu ça là, cet été où il y a une centaine de communes en France qui n'avaient plus d'eau dans leur réseau. C'est un des grands enjeux des décennies qui vont venir, c'est de faire en sorte qu'on continue à pouvoir avoir de l'eau pour s'alimenter. Mais on a aussi besoin d'eau pour produire de l'énergie. On a besoin d'eau pour refroidir des centrales nucléaires aujourd'hui. On a besoin d'eau pour faire de l'hydroélectricité. Quand le cours des fleuves, par exemple, descend dramatiquement, ça a une incidence sur la production d'énergie, clairement. On a aussi besoin d'eau pour que les arbres continuent à stocker du carbone. Là, j'ai été filmer Laurent Tillon, qui a écrit ce livre qui s'appelle Être un chêne, qui est ingénieur à l'ONF, et qui me disait, dans un certain nombre de forêts françaises, la croissance des arbres, à cause de la sécheresse, a énormément ralenti. Par exemple, dans la forêt de Rambouillet, donc, qui est dans les Yvelines, c'est plutôt un endroit où il pleut, la croissance des arbres a été diminuée de moitié. Ce qui veut dire que les arbres ne peuvent pas faire le travail qu'ils font avec la photosynthèse de captation plutôt du... Ouais, je ne sais pas quel est le bon mot exactement. Ouais, de capture. Troisième mot. De capture du carbone. Donc ça veut dire que les forêts absorbent 2 fois moins de carbone. Et qu'il y a déjà des endroits où les forêts, carrément, émettent plus de carbone qu'elles n'en capturent. Donc là encore, on voit que c'est systémique, c'est-à-dire que la problématique de l'eau
vient heurter de plein fouet la problématique du climat dans des mesures que nous n'avons absolument pas prévues. Et que si on continue à laisser les forêts se dessécher de cette manière, il y a des endroits, notamment dans les Vosges, où il y a carrément des bouts de forêt qui meurent parce qu'il y a de la sécheresse. Là encore, ça a un impact économique, ça a un impact climatique, ça a un impact sur la biodiversité. Et c'est un endroit où tous ces facteurs-là s'additionnent. C'est ça qu'Arthur démontrait bien dans sa présentation, c'est que tous ces risques-là s'additionnent les uns avec les autres et que si on se concentre que sur mettre des petits pansements, on va au-devant de catastrophes, c'est-à-dire qu'on va croire résoudre un problème en générant un autre. Remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques aujourd'hui, ça va demander de continuer à réduire des montagnes en poussière pour aller chercher des minerais. Enfin, c'est de la folie furieuse, c'est-à-dire qu'on se prépare on aggrave la crise de la biodiversité en croyant résoudre la crise climatique. Et la question de l'eau est de ce registre-là. Oui. Bonjour. Alors du coup, Jean-Olivier, je suis le directeur de France Nature Environnement Midi-Pyrénées, donc du coup, je vais faire une intervention complémentaire à celle de ma vice-présidente Paula Gratté, avec l'idée du coup qu'on travaille avec le conseil départemental, et d'ailleurs on a un soutien financier du conseil départemental pour partager des idées, des réflexions, et donc pas des pistes, pas des solutions, mais bien des expérimentations et des choses à faire concrètement sur nos territoires, avec l'idée qu'il ne faut pas détruire, mais qu'effectivement il faut œuvrer directement. En revenant sur deux idées, peut-être que vous avez évoquées, Arthur Keller, dans votre diagnostic clinique très clair, mais sur lesquelles ça nous paraît vraiment important d'intervenir aujourd'hui, et dans ce que vous dites Cyril Dion aussi, c'est attention à ce que la prise de conscience sur le climat ne se transforme pas on s'assoit sur la biodiversité de manière très dure. Et très clairement aujourd'hui, toute l'action qu'il y a, y compris la loi d'accélération des énergies renouvelables qui est en train de passer, qui est en train de nous dire on va mettre notamment des panneaux photovoltaïques partout, y compris dans des espaces naturels, agricoles ou forestiers, c'est un désastre si c'est ça qui se passe, c'est un désastre pour notre autonomie alimentaire, c'est un désastre pour la biodiversité, pour les forêts et tout. Donc ça, c'était une première remarque. Et en ça me paraît peut-être important de se dire une chose, c'est que l'énergie dont on dispose, la plus importante, celle dont on peut se dire qu'elle est là, qu'elle se lève le matin et qu'elle se couche le soir, ou en tout cas sa trajectoire le matin et le soir, c'est le soleil, et c'est le soleil qui est là et qui vient sur nous, qui nous éclaire, qui nous chauffe, et dont le meilleur stockage, c'est la végétation. C'est les plantes, ce sont les arbres. Donc celle-là, quoi qu'il arrive ailleurs sur la planète, on peut se dire qu'on continuera à avoir, où qu'on soit, où qu'on habite, cette énergie-là, et c'est important de réfléchir à comment faire avec. Première chose. Et sur l'eau, c'était peut-être là-dessus aussi, on parle de tout, comment on peut utiliser celle qui arrive du robinet et tout, mais on a un vrai souci aujourd'hui, et on en parle avec Jean-Michel Fabre régulièrement ces temps-ci, c'est comment on fait pour que l'eau reste plus dans nos territoires. Vous l'avez évoqué rapidement, mais aujourd'hui, un des problèmes qu'on a, c'est que les terres trop labourées n'ont plus du tout de matière organique, du coup l'eau ne reste même plus dans les terres, donc l'eau, quand il pleut, et il va pleuvoir moins parce que l'atmosphère s'assèche, donc du coup il y a tout un tas de mécanismes, mais quand il pleut, il faut que l'eau elle reste ici, et donc il faut qu'on travaille ensemble, notamment à cultiver l'eau, à faire en sorte que déjà elle y soit pour qu'on puisse la partager. C'était juste 2-3 idées, mais sur lesquelles on travaille ensemble et sur lesquelles on est prêt effectivement à réfléchir pour du concret dès tout à l'heure. Je réagis rapidement sur la première intervention, sur les énergies renouvelables. Une autre conversation qu'on avait avec Laurent Tillon, donc, qui est ingénieur à l'ONF, mais qui est aussi naturaliste et qui est particulièrement spécialiste des chauves-souris, c'est que dans certaines régions de France, il y a une mortalité... Alors, on va le prendre dans l'autre sens. Dans certaines régions de France, il y a des forêts qui sont ravagées par des hannetons, qui défolient, donc en gros qui mangent les feuilles et qui mangent tellement de feuilles qu'au bout d'un moment, l'arbre ne peut plus justement fonctionner avec la photosynthèse et donc finit par dépérir. Pourquoi est-ce que ces forêts sont attaquées par des hannetons? Parce que le prédateur de ces hannetons a disparu, en tout cas l'un des prédateurs principaux, qui est une chauve-souris qui s'appelle la notule. Pourquoi est-ce que ce prédateur a disparu? Parce que les notules sont tuées énormément par des éoliennes. Et que ces éoliennes, aujourd'hui, n'ont pas été positionnées par des gens qui ont réfléchi aux habitats, aux trajectoires, aux façons de fonctionner de ces chauves-souris, qui, comme vous le savez, ne voient pas mais s'orientent avec des ultrasons, et donc qui sont en plus perturbés par les champs magnétiques des éoliennes. C'est pas pour dire qu'il faut plus mettre d'éoliennes, c'est pas d'ailleurs ce que dit Laurent Tillon, mais il dit à un moment, il faut que les gens qui réfléchissent à la transition énergétique nous parlent, à nous, naturalistes,
pour essayer de comprendre, ok, quand on met une éolienne, ou c'est pareil avec des panneaux photovoltaïques, ou c'est pareil avec des centrales nucléaires, enfin c'est pire, ou c'est pareil avec toute forme d'énergie, ou des barrages, dans quel écosystème est-ce que tout ça évolue? Et comment est-ce que cet écosystème fonctionne? Qu'est-ce que ça peut perturber? Et comment est-ce qu'on peut éviter ces perturbations au maximum? Pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons économiques. Il y a des calculs qui ont été faits qui montrent que si on devait remplacer, par exemple, ces chauves-souris, c'est pareil avec une autre espèce de chauve-souris qui s'appelle le Murren-Bechstein, qui mange un certain type de chenille, qui là aussi défolie les chênes, etc. Si on devait remplacer ces chauves-souris pour s'occuper de ces insectes qu'on appelle des ravageurs, pour en gros jouer le même rôle pour éviter que les forêts disparaissent, ça coûterait des milliards. Il y a une étude qui a été faite sur le Murren-Bechstein qui montre que ça coûterait 3 à 4 milliards. Donc là non plus, même d'un point de vue strictement économique, ça n'a pas de sens. Donc c'est encore une autre façon de dire, par un autre angle, qu'on a besoin de réfléchir à partir d'aujourd'hui à des solutions systémiques qui regardent l'ensemble de l'écosystème biologique, tout comme de l'écosystème social, tout comme de l'écosystème économique. Et que si on ne fait pas ça, là encore, on va croire résoudre des problèmes en créant des nouveaux. Je peux rajouter une chose ? Oui, rapidement. Non, c'est juste pour dire effectivement que l'approche qu'on a généralement, effectivement, elle est en silo. Voilà, toujours en silo. Là, on a un gouvernement qui s'est formé 3 heures avec Valérie Masson-Delmotte. C'est très bien, elle est très bien, Valérie Masson-Delmotte, il n'y a rien à dire. Voilà, mais on est en silo. Et même si le climat touche à beaucoup de choses, ça reste un silo. On n'est pas dans la... En fait, la systémique du climat devrait se réenchasser à l'intérieur de la systémique, du système dynamique complexe et constitué du système Terre et de l'anthroposphère. Donc, on n'y est pas. En plus, si on commence à parler de ça aux élus, ils disent « Oh là, mais c'est quoi le lien avec nous ?» Ils ne comprennent pas, etc. Donc, on laisse tomber. Donc, au final, globalement, on est en silo. Et quand on est en silo, on fait des grosses bêtises, effectivement, où on ne peut pas avoir une cohérence globale, on ne peut pas améliorer, soulager un symptôme sans aggraver certains autres symptômes ou en créer des nouveaux. Voilà, c'est pas par définition. Et c'est pour ça que de toute façon, il faut bien vous le dire aussi, et c'est bien de vous faire passer ce message, à partir du moment où vous ferez des choses qui restent dans cette logique-là, mais qui n'a pas de vision systémique, dans le meilleur des cas, vous croirez être du côté de la solution, alors que vous ne serez pas du côté de la solution. Vous serez juste dans un arbitrage. Et on peut faire des arbitrages. On peut dire, j'assume d'améliorer ce symptôme-là et d'aggraver celui-ci, parce que je considère qu'il vaut mieux, c'est mieux, quoi. Je peux faire un arbitrage. OK. Donc faites des arbitrages et sachez que vous êtes du côté de la solution pour certaines choses et du côté du problème pour d'autres. Ne prétendez pas que vous êtes juste du côté de la solution. La solution, elle est dans une remise en question du système vers une descente énergétique et matérielle. Donc soit vous travaillez là-dessus, soit vous travaillez sur le plan B, les canaux de sauvetage, entre guillemets, commencez à construire par morceaux, j'y retourne pas, je l'ai déjà dit, des morceaux d'un nouveau système, parce que vous ne croyez pas dans la capacité du système actuel à basculer, vous croyez juste dans la capacité de la société à basculer d'un système à l'autre quand les conditions seront réunies. Voilà. Mais globalement, effectivement, il faut aller vers une descente, vers moins d'énergie, moins de matériaux et de la régénération écologique dans tout ce qu'on fait. C'est soit intégré naturellement au projet, ça doit être un à côté, quelque chose en plus. Mais s'il n'y a pas ça, vous restez du côté du problème. Et là, je sais que je m'adresse à 99% des gens qui sont dans cette salle. Je suis désolé, mais c'est un peu rude, mais c'est comme ça.